Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Deux roues dans la tête. Cette année, la GSX-R fête ses 40 ans. 40 ans, ce n'est pas rien. Nous allons partir dans l'Allier, rencontrer Pierre, qui est un vrai passionné, mécano, adepte du stunt, de la piste, bref, quelqu'un qui s'y connaît vraiment pour nous parler de la plus emblématique des GSX-R, la K5, une fois que vous serez abonné. Salut Pierre, comment ça va? Salut Cyril, ça va bien et toi? Bien, très bien, merci de m'accueillir chez toi. Merci d'avoir pensé à moi et d'avoir envie de profiter de la GSX-R. Ah cool, parfait, tu vas pouvoir nous présenter cette moto. C'est un 1000 GSX-R de 2005 que j'ai entièrement remonté. C'est une moto que j'ai acheté un petit peu en pièces détachées, que j'ai repeint le cadre, j'ai repeint le bras oscillant. Voilà, c'était un moteur où la chaîne avait cassé. Donc voilà, ça a tout été refait de A à Z avec des pièces prises par-ci par-là sur d'autres motos. Ok, on va parler de cette fameuse K5, de cette GSX-R et de son histoire et de celle-là en particulier un petit peu après. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Explique-nous, hein. Ça a commencé à ton permis ou tu as eu une expérience avant? Moi j'ai commencé, c'est mon père qui était passionné de moto. Ouais. J'ai toujours vu acheter des motos un peu abîmées, réparer ça dans le garage, tout ça. Ouais. Donc j'étais passager, on allait faire le bol d'or, le FSBK à Manicourt, tout ça, ces trucs-là. Et puis j'avais un ami qui avait une Suzuki 80DS quand j'avais une dizaine d'années. J'ai appris à faire de la moto là-dessus, donc une moto que j'ai aimée et que plus tard j'ai acheté pour mon fils. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer un jour quelqu'un qui s'appelle Jean-Jacques No, qui sa fille a roulé en championnat d'Europe, tout ça, un beau palmarès. Ouais. Et ce mec-là, il voulait faire participer les gens à découvrir la piste, tout ça. Vu qu'on était déjà très passionné avec mon père de moto, on a acheté un 500 CB qu'on a monté piste et depuis 15-16 ans. À 15-16 ans déjà, tu avais des gros cylindrés pour faire du circuit. Voilà, j'en ai fait pendant 2 ans avec ça. Après, j'ai commencé à travailler. Quand j'ai eu un petit peu de sous, je me suis acheté un 7,5 GSX-R 2001, parce que j'ai toujours aimé les GSX-R. Donc j'avais le CASM, j'avais pas encore le permis à ce moment-là. Donc avant même que tu aies le permis, avant même que quand j'avais 15 ans, j'étais obligé de passer le CASM pour rouler avec le 500 CB. Ouais. Et après, ça t'ouvre les portes, tu peux rouler avec n'importe quoi. Ouais. Toujours avec des GSX-R, moi j'ai toujours aimé que ça. Okay. J'ai déménagé, j'ai fait autre chose après. J'ai acheté un 7,5 GSX-R SRAD. Là, j'étais plus un petit peu freeride, c'était plus de la route. J'avais arrêté la piste à ce moment-là. J'ai racheté d'autres 7,5, tout ça, mais un jour, j'ai dit, voilà, celle que j'aime depuis toujours, depuis que je suis gamin, c'est un 1000 GX 2005. Donc, j'ai eu en premier un 2006 où j'ai fait full piste avec. Et celle-là, c'est celle que j'ai remontée. C'était un street bike. Au début, je l'ai remonté street bike, j'avais celle de piste. J'ai cassé le moteur de celle de piste, que j'ai pas remonté. Et j'ai décidé de monter celle-là, haute piste, quoi. Donc en gros, tu as eu, pas toutes les générations de GSX-R, ouais, mais pas mal. Une grosse partie de ce qu'ils ont produit en GSX-R. Ouais. Et vu que j'étais mécanicien moto, j'ai essayé beaucoup de motos, donc j'en ai essayé un paquet quand même de GSX-R. Alors ouais, justement, ton expérience en tant que mécanicien moto, même avec ton expérience mécano, tu te dis, c'est quand même le GSX-R que je préfère. Eh bien, parce que moi, je suis un petit peu raciste aussi, tu vois. Je suis arrêté sur les GSX-R, j'aime vraiment ça. C'est ton premier amour, quoi. Ouais, c'est ça, depuis gamin, tu vois. Moi, je voyais Christian Lavieille, Jean Dorgex sur les SRAD gagner le bol d'or. Enfin, voilà, ça m'a. Depuis toujours, j'ai aimé les GSX-R.
Après, si j'ai vraiment un vrai recul, il y a des super autres motos dans d'autres marques. Hein. Mais moi, j'aime ça. Je voulais vraiment un G6R, même si c'est des motos, on sait qu'elles ont des problèmes de frein. Il y a 2-3 petits trucs à modifier pour que ça aille vraiment bien. Mais c'est des motos qui sont formidables. Les châssis sont super. Ça reste des sportifs quand même polyvalentes. C'est pas trop axé sur l'avant. C'est confortable. Le moteur, il en a partout. C'est en bas, c'est pas brusque. Si on rappelle un petit peu l'histoire des G6R, c'est l'occasion d'en parler. Alors, ça va être très long. Très long si on l'explique tous. Elle est née en 84 au Japon. Les premières 7,5. Voilà, en 85 en 750. Il y a eu une génération de 1100 qui a duré quelques années. Ils ont fait les dernières en water liquide et qui étaient vraiment moins fiables, en tout cas, moins aimés. Moins aimés par les puristes, en tout cas. Après, sont arrivés les 1000. Les 1000 sont arrivés en 2000. À l'époque où, Yamaha avait devancé tout le monde en faisant la première Hypersport en 98. Suzuki a corrigé le tir en 2000 et puis après tout le monde s'est un petit peu tapé la bourre. Kawa et Honda en 2003-2004 ont commencé à sortir les ZX10, les 1000 CBR. Et pour moi à cette époque-là c'est l'âge d'or des sportifs parce que tout le monde a renchéri tous les 2 ans et on avait très rapidement des grosses différences. C'était pour moi la meilleure époque et la première 1000 donc de 2001-2002. Ouais, t'es en refroidissement vraiment liquide. Ouais. Et c'est plus ou moins les mêmes bases de moteur. Tu vois, la 1000, 2000, 2001, 2002. L'autre version 2003-2004. Celle-là 2005-2006 et l'autre 2007-2008. C'est quand même, les carters moteurs sont très proches. Il y a très peu de pièces qui changent. D'accord. Les boîtes sont compatibles. Par exemple, celle-là, d'origine, elle a un embrayage anti-dribble. Tu peux monter une boîte de celle-là dans une K1 par exemple et tu te retrouves avec un embrayage. Ouais, c'est les mêmes carters moteurs, les mêmes. Après les culasses sont différentes, les arbres à câbles sont différents, mais ce serait. Il y a plus de différences d'allumage de faisceaux en fait. Quand la 1000 est arrivée, il y a des similitudes avec celle-là. Le moteur. Parce que le cadre n'est pas le même. Non, tout est différent. Voilà, tout est différent. En fait, à chaque fois, tu imagines bien que ils ont upgradé des petits trucs quoi. Le cadre à chaque fois entre chaque millésime il est différent. Le moteur à chaque fois il est différent. Mais globalement, il y a des pièces qui sont interchangeables. Ah ouais, d'accord. Et qu'on peut bidouiller facilement. On peut facilement y bidouiller. Tu as par exemple toutes les colonnes de direction des Gex, elles sont toutes identiques. On prend la fourche d'une, on met une fourche d'une autre. Les freins, là, on peut aussi facilement mettre des étriers d'une autre année. Les jantes sur les GSX-R, c'est formidable. Elles n'ont pas le même poids, elles sont différentes en soi, mais elles sont toutes adaptables. Les roulements sont de la même taille, les disques tombent à peu près au même endroit. Mais alors, cette fameuse K5, quand elle est sortie, elle a défoncé tout le monde. C'est ça, elle se voulait concurrente du coup de la R1. Elle était en ligne de mire, la ZX10 aussi. Qui avait sorti une super moto. Quand elle est sortie, la ZX10, c'était une très bonne moto aussi. Et la R1 elle gagnait tout aussi à l'époque. Donc Suzuki voulait réagir en sortant de la K5. Et la voici quoi. Et la voici, et elle devait pas être si mal que ça parce que Troy Quarcer est devenu champion du monde avec la première année en WSBK. C'est la seule victoire en mondial de Suzuki. Donc elle est quand même bien née quoi cette moto. Elle a un très beau palmarès. En termes de performance, on est sur 178 chevaux. C'est ça. En poids, on est à 180. Je crois que ça devait faire 190 kg plein. D'accord, un peu moins de 200 kg. Un peu moins de 200 kg tout plein fait, je crois. D'accord, ok. Alors ça c'est le point commun avec tous les GSX-R, mais en même temps c'est un peu ça sur toutes les japonaises. On est sur un 4 cylindres en ligne. Ce qui est le plus classique, on sait souple, etc. Bon, ça, du japonais. On connaît la recette qui, depuis les années 80, en fait, est la même. Globalement, on a changé les cylindrées, les puissances, etc. Mais on est sur toujours un peu la même architecture. Configuration, c'est ça. Donc, elle fonctionne bien, en fait, cette configuration. Tu as de la moto à grosse cylindrée, qui a du coffre en bas, qui a un mi-régime, qui arrive à avoir des chevaux en haut. Ouais, carrément. On a eu aussi des évolutions après, parce que là on est quand même en 2024, il s'est quand même passé des choses en 9 ans. Presque chaque année, pas chaque année, mais en tous les 2 ans à peu près, 2-3 ans, ça il y a des évolutions. Les dernières en date sur le GSX-R faisaient jusqu'à 202 chevaux, quand même, en 2021. Et en 2021, là par contre, et ça c'est un problème entre guillemets, c'est discutable, mais
Les nouvelles normes anti-pollution Euro 5 ont fait que Suzuki ne pouvait plus vendre, en tout cas leur GSX-R du moment. Et du coup, parce que là aussi, il y a un changement de mentalité, il y a un changement dans la consommation de les motos. Et c'est vrai que les motos sportives se vendent beaucoup moins que hélas. Autrefois. La grande époque des années 90 est derrière nous. Au niveau des limitations de vitesse, aussi la sensibilisation sur la sécurité routière, fait que voilà, on vend moins de sportives. Suzuki s'est dit c'est pas la peine de dépenser une fortune de développement pour le marché européen, vu ce qu'on vend. Et c'est pas les seuls. Yamaha arrête la R1 aussi. Enfin bon, voilà, la stratégie du moment. C'est un changement d'époque. Et du coup, en tout cas en Europe, les GSX-R se vendent plus, mais ils existent quand même ailleurs dans le monde, aux États-Unis notamment, ils font toujours des GSX-R. C'est une carrière qui est quand même honorable, 40 ans quand même d'histoire de moto. Donc en plus, une moto qui a toujours eu un capital sympathie. Ouais, j'allais te le dire, que vraiment c'est vrai que dans l'histoire dans l'esprit collectif des motards, ça reste la bonne sportive, emblématique quoi. Donc ce que tu as changé dessus. On a un peu fait l'inventaire déjà, mais ce que tu as changé dessus, donc on n'a pas la face avant de la K5 de base. Ouais, j'ai monté un poly avec, j'ai monté un phare type endurance, quoi, avec un phare de K7 que j'ai modifié. Donc moi je fais surtout beaucoup de pistes et très peu de routes, donc je voulais pas swapper tout le temps. Donc j'ai fait un mix, quoi. J'ai fait une moto qui peut faire piste-route sans avoir rien à démonter, sans avoir tout à scotcher aussi, parce que voilà. Donc l'idée de base c'était de faire d'abord une moto de piste qui soit homologuée route. Donc voilà, des commandes reculées, un shifter, des disques un petit peu plus grands, d'origine c'est 310, là j'ai monté 320. Il y a des problèmes de fading, donc c'est-à-dire qu'à chaud, il y a des pièces qui se dilatent, donc les étriers un petit peu s'ouvrent, ça laisse passer de l'air entre guillemets, et c'est ce qui rend un petit peu les freins spongieux. Le mètre cylindre aussi n'est pas de bonne qualité, bout à bout c'est pas ouf. Donc en mettant un mètre cylindre type PR19 ou quoi, déjà on améliore grandement. Et puis après si on met des étriers type monobloc, comme il y a sur les R1 par exemple, là il n'y a plus de souci après quoi. C'est le défaut majeur de cette moto, parce que à part ça on peut pas lui en donner. C'est une super moto, c'est neutre. En termes de suspension, c'est bien. Suspension, je suis stock et c'est ce que je te disais sur celle que j'avais avant full piste. J'étais monté en all-ins derrière. Mon niveau de pilotage ne permet pas de faire la différence. Mais c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a quand même, j'imagine, beaucoup d'utilisateurs qui achètent des GSX-R pour l'objet, parce que c'est une super sportive et qu'elle est connue, elle a une super réputation. On sait que c'est une moto qui monte à 300 km/h, donc il y a aussi ce côté valorisant. C'est une moto très sympa. Mais toi, tu as une vraie expérience parce que tu as fait de la piste. Là, tu t'es mis dans le bureau, on va en parler après. Mais le cross, tu fais donc de la piste, tu fais aussi du stunt. J'ai fait du stunt, mais enfin, encore une fois, tout ce que j'ai fait. Je suis loin d'être un grand pilote, remettons les choses. Mais j'ai toujours mis un pied un petit peu partout et j'ai des très grosses bases. En sur-piste, en cross, stunt, j'ai stunté aussi un petit peu. Donc c'est quand même que tu as un bon avis valable, on va dire, sur la GSX-R. Tu la pousses un peu dans ses retranchements. Dans ses retranchements, on dira pas tout, mais sur piste, tu as le droit de faire ce que tu veux. Sur piste, on fait absolument, mais c'est pas l'endroit où c'est le plus facile à utiliser. C'est très puissant. Pour ce que je te disais, à un moment donné, j'avais racheté un 650 SV, je faisais les mêmes chronos avec une SV qu'avec celle-là, quoi. Ah oui, d'accord. Ça dépend encore du niveau que tu as, mais tu sais, quand tu as une moto très puissante, tu arrives très très vite dans les points de virage, donc tu as la sensation d'arriver trop vite, tu freines très fort, et quand tu rentres, tu es à l'arrêt. Vitesse. Donc ça fait perdre énormément de temps qu'avec une moto qui va pas vite. Tu essaies de te prendre tout à fond. Mais tu te rends moins compte de la vitesse, donc tu vas plus, c'est plus facile d'accélérer, on se pose moins de questions quand on accélère. Puis voilà, toujours les pièces, je veux dire, quand tu as une SV, tu la plies, c'est pas grave, tu trouves des pièces sur le bon coin. Là, ça, c'est ce que je te disais quand j'ai cherché une fourche et tout. C'est un peu compliqué à trouver quand même les pièces de K5. Sur circuit, c'est pas la moto. C'est plus, c'est le mec qui est dessus qui va faire plus que la moto. Là, c'est du plaisir. C'est le plaisir d'avoir une belle moto, qui a du moteur. C'est ce plaisir-là. C'est pas en efficacité pure. J'aurais besoin de moins que ça. Ah oui, d'accord. C'est vraiment démentiel. Tu sens que les limites sont très très loin. Tu as pu essayer donc différentes générations de GSX-R. Pour toi, c'est ta préférée, la K5? En moteur, c'est la plus agressive, on va dire, en moteur. Celle qui est un petit peu plus quand même brusque, parce que c'est des motos qui sont douces. Celle-là, elle est un petit peu plus représentative. Et en
En légèreté, à part vraiment la dernière, qui apparemment est vraiment... Enfin, de la bouche de quelqu'un que je connais qui l'a essayé, m'a dit que c'était vraiment autre chose que celle-là. Mais celle-là, elle est fantastique en maniabilité, en stabilité. C'est le parfait équilibre en fait. Hein, ouais, c'est le parfait équilibre. Et pour l'avoir fait essayer à des amis sur circuit, hein, je parle, en fait, elle est très basse en plus comme moto, l'assise. Et ça donne une confiance. Le train avant est super. Enfin, j'ai des amis qui ont été bluffés, hein, qui avaient des ZX10 plus récents, tout ça, et qui m'ont dit, ouais, c'est... Ouais, si on compare aux concurrents de l'époque, R1, ZX10. J'ai essayé beaucoup des R1 jusqu'à 2011. Je les ai quasiment tout essayés, les R1 2011 jusqu'à 2011, les premières crossplanes, quoi. Des 1000 CBR, j'en ai essayé une de 2006. Des ZX10, j'ai essayé une de 2003, une de 2009. Si tu n'essayes pas les motos l'une derrière l'autre, dans les mêmes conditions, c'est très dur quand même de dire celle-là elle est un petit peu mieux, celle-là elle est mieux. Voilà, j'avais essayé le ZX10 2009 juste l'une derrière l'autre, hein, on faisait de la piste avec un pote. Là, tu vois, tu arrives à sentir un petit peu les différences en moteur, qui sont au final, je trouve, assez minimes. Il y a que sur la dernière plage, voilà, quand on monte à 1000-2000 tours de la zone rouge, on sentait que la Kawa était un peu plus agressive. On sent plus après les différences de châssis. En moteur, c'est très dur de se rendre compte quand même, de dire celle-là, elle est un petit peu mieux. Quand j'étais gamin, je lisais beaucoup la presse, Motojournal, tout ça. Et des fois, tu voyais comment ils défonçaient les motos et tu dis, ah ouais, quand tu les essayes en vrai, tu dis, c'est pas des tréteaux, quoi, hein, faut y arrêter. C'est des mecs qui sont très puissantes, qui vont toutes. Et après, c'est des motos de cœur, hein, je veux dire, on a tous nos ce côté-là, nos préférences. Pour quelqu'un qui a de l'expérience malgré tout, qui a été mécano, qui a fait du stunt, de la piste, quand même. Faudrait les essayer bout à bout. Faudrait la même journée, tu les essayes l'une derrière l'autre pour dire vraiment, celle-là. C'est pareil, tu vois, il y a un gars qui a monté, je sais pas moi, des Michelin, il y en a un autre qui a monté des Bridge. Rien que ça, ça va changer tellement la moto que tu peux pas dire celle-là est mieux. C'est très subjectif, je trouve, d'analyser des motos. En moteur, j'arriverais pas à différencier les motos. Encore une fois, il aurait fallu les essayer l'une derrière l'autre. Je me rappelle par contre que la Kawa, ça a toujours été des moteurs qui ont été les plus démonstratifs. Hein. Ça me fait mal au cœur de te dire ça parce que c'est vraiment pas, c'est vraiment pas une marque que j'apprécie. Mais en toute honnêteté, les Kawa ont toujours eu un moteur quand même. Ah, toi, t'aimes pas Kawasaki? Plus démonstratif. Non, moi j'aime que les Suze. Hein. Tu vois, encore une fois, tu vois, les Yam, j'aime pas ça. Une moto qui m'a vraiment plu, c'est les premières FZ1. Je trouve que c'est une moto bonne à tout faire, très bon châssis, très bon moteur. Alors c'est curieux parce que en fait. Mais j'aime pas ça, j'en achèterais pas parce que c'est une Yamaha, tu vois. Ah, c'est juste la marque parce qu'en fait on en parlait. Mais en termes de le même type de moteur. C'est pas comme si on comparait des choses qui sont diamétralement opposées. Moi j'aime les. Moi il me faut au moins une 1000 en 4 cylindres, quoi. J'ai pas assez d'expérience en bicylindre pour y avoir pour en parler. Une 1000 mais en Suzuki, quoi. Les gens ont un petit peu ce fantasme de se dire c'est des monstres. Ça se conduit très bien. Ça va peut-être faire bondir les gens de dire ça, mais on pourrait presque donner ça à un débutant. Si tu as envie de rouler doucement, ça se roule doucement. Si tu as envie de rouler fort, bon bah faut faire attention. C'est des motos très polyvalentes et faciles d'accès, mais qu'après qu'on les sollicite, il y a mais même un deuxième caractère. Un truc con, le châssis, c'est des châssis qui sont super légers, ça freine, ça tourne. C'est pas des motos qui sont piégeuses. Il y a des motos qui sont. C'est vrai. Il y a des motos qui sont beaucoup moins puissantes, mais qui sont plus lourdes à conduire. La GSX-R, du coup, tu réussis à faire. Donc, tu peux rouler sur route, parce que c'est une moto qui est plutôt confortable pour une sportive. En plus, moi j'ai mis une petite bulle haute, donc tout de suite ça casse pas le dos. Bah alors, tu fais pas de duo par contre. Derrière, c'est pas agréable. Pour la piste, évidemment, on est sur une sportive, donc c'est son domaine de prédilection. C'est ça. Et pour le stunt aussi, on peut se faire plaisir. Et pour le plus, le moteur se prête super bien à ça. Même avec une des bulles d'origine, on peut envoyer. C'est l'occasion de parler du stunt, parce que justement, tu as quand même une bonne expérience là-dessus. Quelles sont les modifications qu'on fait sur une moto? Pour ceux qui ne connaissent pas le stunt, c'est un domaine particulier, on n'est pas sur une moto conventionnelle, du coup, même si d'aspect on peut s'imaginer que souvent elle ressemble globalement dans les grandes lignes, mais il y a beaucoup de choses qui changent. Qu'est-ce qui change sur une stunt? Beaucoup de petites choses. Alors déjà, principalement la taille de la couronne, donc au moins 60 dents. Donc, et là on rappelle sur une classique. Là celle-là il y a 42 quoi. Donc on réduit vraiment la démultiplication. Le but c'est d'avoir vraiment beaucoup de couples, donc on monte le ralenti, peut-être à 1500, 2000 tours. Et le but, c'est vraiment de mettre juste un coup. Et après, avec le ralenti, la moto reste et on gère juste avec les freins. Ah ouais. Donc, il faut vraiment une démule courte, voire même des fois... Non, il n'y a plus besoin d'accélérer. Ça se gère un petit peu, mais le but, c'est vraiment que ce soit le ralenti de la moto qui fasse travailler... on travaille au ralenti, en fait. Ah, d'accord.
Bon, après, on peut changer. Hein. Il y en a qui montent même des couronnes de 70. Il y en a qui changent aussi les pignons devant. Ça dépend de la moto, de ce que les gars veulent en faire, du très très lent, du... Enfin voilà, ça après, chacun règle sa moto comme il a envie. Ouais. Donc c'est l'un des premiers points. Protéger sa moto. Donc s'il y a des crash cages. Oui, parce que tu tombes régulièrement. Tu tombes tout le temps. C'est sûr. Tout le temps. Tu jettes tout le temps la moto par terre. Donc protégé par des gros arceaux, on va dire, hein, si tu préfères, qui protègent la moto de tomber, tout ça. On renforce les radiateurs, si tu veux, les pattes d'origine, ça les fait tomber en fait à force de poser, de tomber. Ah oui, il y a eu une sale époque au début du stunt où les mecs sanglaient, mettaient des sangles sur les cadres et pour tenir les radiateurs. Ah oui, quand même. Après, c'était plus joli. Maintenant, il y a des petites, je sais plus comment ils appellent ça, des cages de radiateurs. Enfin, voilà, en petit fer plat, ça tient les radiateurs. Ouais, bah ça dérouille. Hein. Ah, c'est sûr, la violence. Ouais, bah oui, c'est ça. Hein. On met un peu plus d'huile dans le moteur parce que les motos sont tout le temps en wheeling. Ouais. Après, on fait la position du pilote. Voilà, il y en a qui roulent avec des grands guidons, il y en a qui roulent avec ce qu'ils appellent des clip-on, c'est des demi-guidons assez droits. Moi, je sais que j'aime pas du tout ça. C'est très dur à manier, ça te fait vraiment une petite moto. D'accord. C'est très très dur à manier. Moi, je préférais des grands guidons. Les trous dans la selle, enfin, on fait des accessoires pour pouvoir se... Oui, trous dans la selle passager souvent. Ouais, pour mettre le pied. Voilà. Derrière aussi, les cale-pieds sont... Parce qu'en fait, c'est très fragile ça quand on monte dessus. Ouais. Donc, c'est renforcé avec des arceaux, tout ça, des pegs hein, qui sont faits différemment pour vraiment pouvoir poser un peu partout. Les réservoirs sont enfoncés avec du grip pour pouvoir sauter dessus. Comment c'est fait ça? On tape dessus avec un marteau? Ouais, c'est de là. Ouais, faut bien se rendre compte qu'il n'y a rien de conventionnel, quoi. Hein. C'est vraiment, tu prends une cale en bois, tu laisses la trappe dessus, tu tapes, tu essayes d'y faire au mieux, tu dégrossis, puis après c'est mastic et enfin. Quand tu regardes une moto de stunt de près, les trois quarts, c'est vraiment, ça fait peur hein, quand tu vois les joints spiffus tout le temps, c'est des chiffons cachés dans les caches poussières parce que tu refais tout le temps. Ouais. Ah, les motos, voilà, sont... Il y a un grip aussi particulier sur ce réservoir. Ouais. Bah, il y en a qui, avec du Sika, tu sais, ils font juste des gouttes de Sika. Il y en a qui mettent du grip comme, tu sais, les skateboards, des trucs comme ça. Enfin, ouais, ça se colle dessus. Ça après, chacun sa recette, chacun fait un petit peu. Et après, les grosses modifs sont surtout sur le frein arrière. Donc, le but, c'est d'avoir donc la commande au pied et une deuxième commande à la main, un handbrake. Donc là, il y a un mètre cylindre de frein qui est monté. Et là, il y a tout un tas de montages possibles. Donc à l'ancienne, on montait donc avant des mètres cylindres de frein axial, avant, hein, avec une durite, montée avec un full throttle. Donc un full throttle, c'est une espèce de petite pièce qu'on vient ajouter à cet endroit-là, si tu veux. Je sais pas si tu arriveras bien à voir. On vire cette pièce-là qui est en plastique, qui relie le bocal de liquide de frein. C'est une pièce qui est usinée avec un filetage et on vient mettre une durite qui vient du frein avant à là. Et en fait, sur un seul étrier, tu as la commande soit au doigt, soit au pied. Maintenant, aujourd'hui, il y a des tonnes de possibilités. J'ai déjà vu ce qui se fait vraiment bien. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, il y a maintenant des kits où tu peux mettre un disque avant derrière et des platines, 1, 2, 3 étriers de frein avec des étriers 4 pistons et des trucs. Donc, en général, ce qui se fait pas mal, c'est que tu relis 2 étriers de 4 pistons sur le handbrake et tu relis un étrier et 4 pistons au frein arrière, par exemple. Enfin, c'est une des combinaisons, chacun fait ce qu'il veut. Moi je ne connais pas, mais ça me semble complètement disproportionné. Je me dis, quand tu fais du stunt, tu ne roules pas à 100 km/h. Donc, globalement, tu ne roules pas très vite. Il y a besoin d'autant de... Eh bien, tout se fait au frein arrière, en fait. Tu vois, par exemple, le problème qu'on a sur piste de freiner fort, ça fait du fading, donc ça devient mou. Tu l'as en stunt parce que tu es tout le temps en train de freiner. Ceux qui sont très bons, justement, ça évite d'être crispé, d'utiliser beaucoup de force. Et en fait, tu touches à peine, les gars, plus facilement. Ouais, c'est pour ça qu'ils mettent beaucoup de freins en fait. Comme ça, les gars, ils restent des fois pendant, je sais pas, 20 minutes tout le temps à braquer tout ça. Et donc, t'imagines que donc ils ont l'embrayage d'une main, le frein d'une autre, et des fois, donc tu te retrouves, par exemple, hop, tu braques, donc tu débrayes, tu braques avec le frein. Enfin, t'as une putain de gestion avec les doigts. Enfin, toi, si c'est raide comme la justice, t'en fais pas longtemps, quoi, en fait. Effectivement, faut que ce soit précis. Ouais. Ah, d'accord. Tu mets aussi des ventilos que tu peux déclencher toi, tu déportes le faisceau, parce que le Neyman, il te fait chier quand il est là, donc il faut le déplacer. Enfin, il y a plein d'autres modifs quand même à faire. Oui, en fait, au final, tu réinventes une moto. Parce que le mieux, c'est de démonter la moto, même les boucles arrière. Tu vois, là, typiquement, une boucle arrière comme ça, tu sais, quand les motos, elles se retournent, donc il faut imaginer que là, on met un petit arceau, et si ça vient à taper dessus, la boucle, elle se coupe. Donc il y en a qui refont carrément des boucles sur mesure
Ah oui, d'accord. Enfin, tu sais, un peu comme les cadres Ducati, quoi, tu vois, en tube. Les cadres aussi, ça se fait, les cadres de Kawa, les 636, 2003, 2004 sont réputés pour ça. Enfin, c'était des super meules de stunt. À force de faire des wheels, ça les coupe, les cadres. Donc, pareil, il y a des gars qui font des cadres tubulaires pour les sportifs. Et là maintenant, tu t'es plus lancé dans l'enduro, le cross. Quand j'ai commencé à mettre mon fils sur les motos, il voulait faire du cross. Je voulais un petit peu le suivre. Donc, où on a commencé à en faire, c'était une moto-école et donc on pouvait louer des motos. J'ai commencé vraiment en bas de l'échelle à me dire que finalement je ne savais pas faire de moto. Oui, parce que quand on commence une autre discipline, on se dit ouais, tout est différent à chaque fois. Ok, on a 2 roues, on a un cadre, voilà, d'aspect on se dit bon, c'est globalement un peu la même chose. Eh ben ouais, mais non. Hein. Chaque discipline est différent et ouais, tu apprends à faire de la moto. Hein. La position que tu as dessus, le transfert de masse. Je trouve qu'on s'en rend plus compte sur une moto de cross, l'importance que ça a. Donc tu rapprends tout ce qui est position, on apprend d'autres choses. L'équilibre. Ouais. Et puis là, du coup, tu as une KTM 125. Ouais, qui me suffit déjà, que je trouve déjà très puissante. Quoi. Et ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que il y a plein de gens qui ont encore jamais essayé le cross. Et tu vois, quand ils arrivent, des fois, ils disent faut une 4,5, il faut une 250 de temps. Quand tu vas sur un terrain, il n'y a personne qui roule avec ça. Oui, tu te rends compte parce que même une 2,5 4 temps ou une 125 de temps, tu fais déjà beaucoup de boulot. Même des gars qui ont des gros niveaux. Après, ça reste ceux qui roulent avec des 2,5 de temps, ça reste du plaisir. Un petit peu comme je te disais avec la 1000. Mais vraiment y exploiter, c'est pareil, ça devient vite limité. Parce que c'est une 125, mais elle monte à combien finalement En vitesse? Non, ça va pas très vite, peut-être 110. En fait, c'est des boîtes courtes et du coup, c'est assez. Ça accélère très très fort en fait. Nous, on a pris des petits cours pour avoir des bases. On est loin de pouvoir tout appliquer parce que des fois, tu essayes de faire des trucs, d'autres fois, tu essayes d'autres. Tu as déjà oublié ce que tu as fait avant. Enfin, tu apprends à faire de la moto. Tu apprends à faire de la moto. Bon, Pierre, je crois que tu nous as bien aiguillé sur tes activités. C'est ça. Et on en sait un peu plus sur la fameuse GSXR K5 de 2005. Une moto que toi, du coup, en tant que passionné. Je ne vendrai jamais. Ouais, carrément. C'est une grande histoire d'amour. J'ai dû vendre l'autre. C'était déjà un regret. Donc si tu as une à conseiller en GSXR, ça reste la K5. Ah ouais, celle-là, tu changes les freins et tu t'achètes celle-là. Hein. C'est vraiment une moto fabuleuse. Je la conseille à tout le monde, quoi. Ça marche. Bon, merci pour ce retour d'expérience. Merci d'être venu. Nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à mettre les petits pouces bleus, à sonner la cloche. Il y a un tas de choses que vous connaissez, vous êtes habitués à le faire. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Merci Pierre, à bientôt. Merci encore. Ciao, ciao. Ciao.